Les gorges me fascinent. Ce sont des lieux qui sont beaux, sauvages. Et la beauté, elle est toujours sauvage. La nature est belle quand elle rejoint les limites du sauvage. Et par sauvage, j'entends là où l'homme n'est jamais intervenu. Que belle! Che bella! Oh. Les années passent et elles sont toujours là, immuables, inaccessibles, hors du temps, sans histoire. Mais qu'est-ce qui leur a pris, il y a près de 1000 ans, aux hommes de nos vallées, de s'accrocher sur des aplombs incroyables, des parois infranchissables dans lesquelles ils ont bâti ces édifices qu'on nomme maisons des païens? Mais au Tessin, nous ne trouvons aucune note historique, aucun témoignage écrit qui pourrait donner une explication sur ces mystérieuses constructions. Le spectacle est grandiose. Vous vous sentez transporté de sentiments devant ces êtres humains qui, dans les siècles passés, escaladaient ces rochers, se fiant à la nature pour pouvoir vivre en ces temps difficiles et terrifiants au-dessus des abysses. Quand je l'ai vu la première fois, je suis resté véritablement fasciné. Dans un lieu comme celui-là, ils devaient avoir un motif véritablement important pour construire là-haut. Et cela n'a pas dû être facile. Ils devaient être véritablement habiles. On ne peut que rester ébahi. J'ai bien dû faire 150 000 kilomètres. C'est au moins 3 tours de la Terre à pied, ici au Tessin. Mais ça sur des années. Je me rappelle que mes premières promenades, je les faisais avec ma mère dans les années 50. J'avais 5 ou 6 ans, mais c'était de longues marches qui duraient des heures. Alors maintenant, en faire une qui dure 20 heures, ça ne me fait plus rien. C'est incroyable. Chaque fois que je viens ici, je trouve de nouvelles choses. Là, il devait y avoir un étage, car de l'autre côté, on trouve encore des traces du mortier. Tout l'intérieur devait être en bois. Au-dessus, à 1,50 m, il devait y avoir encore un autre étage. Les montagnards, il y a quelques siècles en arrière, ils avaient ça dans le sang. Ils savaient construire. Très probablement, ils savaient déjà faire des échafaudages en bois
pour monter des murs de pierre à l'intérieur. C'est l'habileté qu'avaient les constructeurs du Moyen Âge. Dans les traditions populaires, on parle de refuge de sarrasins, d'habitation d'hommes venus du froid, de brigands sauvages qui rasent tout sur leur passage. La superstition évoque aussi des rumeurs de sorcières et d'esprits malins. Rubavano anche I bambini. E allora, quella gente nella sì, sua. dopo sono venuti giù, ha preso un bambino e l'ha portato su in una gabbia di legno. Sì. E poi lo ingrassava e ogni tanto andava a guardare il dito se era venuto grasso o più o meno. Quando erano bei grassi li mangiava. Ha sempre fatto così? Sì, sì. Lo faceva cuocere nella pentola. Guarda se... E intanto che la vecchia guardava giù, lui l'ha presa per le gambe, l'ha riversata nella pentola bollente, così è finita l'ultima pagana. Ah, era l'ultima pagana? L'ultima. S'il n'y a rien d'écrit sur le passé, eh bien tu te le fais raconter sous la forme des traditions orales qui se transmettent. Cet homme s'appelle Aldo Giarelli. Il avait un frère qui a été le premier garde suisse tessinois du pape. Lui et son frère ont réussi à monter au-dessus de cette maison des païens. C'est une forêt très escarpée. All'arrampica su dal boschetto, io su dal bosco su. Ah, nel bosco sopra. E il gagione a scudella. Ah, una pila. E piccava il gran. Ah, questa qui della casa dei pagani è una novità. Dopo la casa dei pagani, c'era una questione che quando faceva i matrimoni, sparava sui colpi da moschetto, no? Peccato. Sì, magari si è rovinato anche. Certo, ma il comune doveva proibire. Queste cose sono delle credenze che poi hanno un fondo di... Ces croyances ont un fond de vérité. Nel senso che poi dopo tu vai a vedere... Quand tu vas voir pourquoi ces maisons sont en partie détruites, c'è stato anche un motivo... tu te dis qu'il y a une raison. Tu te dis que cela a probablement été fait par des gens qui voulaient se défendre contre un mystère, se protéger du mauvais œil qui entourait la maison des païens. Dal malocchio di questa casa dei pagani, per esempio. J'écris mes articles tous les mois pour la revue Vivre la montagne. Combien de livres j'ai écrits? Je dirais une bonne quarantaine, peut-être même une bonne cinquantaine. Mais j'en ai illustré au moins une bonne centaine. Depuis ma première photo, j'ai fait plus ou moins 1,5 million de clichés. Je les conserve, et si un jour je ne peux plus marcher, j'ai une bonne réserve pour continuer mes publications. Du moment où il n'y a rien d'écrit, on ne peut faire qu'une multitude d'hypothèses. Mais ma conviction personnelle, c'est que, au Moyen Âge, et de par leur structure, elles devaient servir exclusivement comme dépôt pour la nourriture et les aliments. Comme si c'était des coffres-forts pour assurer la survie au village qui se trouvait en dessous. Si une armée passait par là, qu'est-ce qu'il faisait? Il raflait tout ce qu'il y avait à manger. Toutes les châtaignes, toutes les noix, le seigle, etc. Et si les gens n'avaient plus rien à manger, c'était la mort. C'était fini. Certo che dopo pochi minuti che sei qui dentro,
si sente quasi la presenza di chi ha vissuto 1000 anni fa. In pratica, i sentieri o i passaggi erano così. L'accès était tellement difficile qu'il fallait glisser depuis l'intérieur de la maison une échelle pour permettre aux autres de monter. C'est ça qui est incroyable. Il suffisait d'un seul homme pour empêcher qui que ce soit de monter. Impossible d'entrer. Si celui qui était à l'intérieur n'ouvrait pas la porte, on n'y entrait pas. Impossible. Il n'y avait pas de canon à cette époque, seulement des flèches, et d'où ils pouvaient les tirer les flèches? De nulle part. Depuis le début, j'ai cherché à connaître ce territoire. Pas seulement sa structure, mais aussi connaître toute sa nature, tout ce qu'il y a dedans, jusqu'à comprendre l'esprit de ce territoire. Maintenant, après toutes ces années, oui, je peux dire que je sais certaines choses. Mais j'aimerais bien avoir encore 200 ans de plus pour connaître tout ce qu'il y a à connaître. Cela me plairait bien, mais les limites de la vie sont comme ça. Maintenant, je suis encore plus proche de la nature. Quand je marche en montagne, à travers une forêt par exemple, il m'arrive de croiser une petite plante, alors je la salue. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une habitude que j'ai prise tout petit déjà. Je reconnais tout de suite les plantes et je les appelle par leur nom. Salut Primula, salut Sheila. C'est tous des noms féminins. C'est un monde fascinant, les papillons. C'est un monde particulier, un monde de beauté. Par exemple, si on prend cette espèce, la Saturnia del Perro, quand tu penses que le mâle et la femelle peuvent communiquer à des kilomètres de distance avec leurs messages odorifères et qu'ils peuvent se rejoindre en parcourant 5 kilomètres. C'est pas un miracle de la nature, ça. C'est extraordinaire. J'aime marcher et puis être seul. Parce que si tu es à deux, tu peux rien faire. Il y a trop de bruit, trop de petits détails qui font fuir la beauté des choses. Par contre, quand tu es seul, tu peux trouver une orchidée ou une petite araignée qui se cache dans une fleur. Moi, je peux m'arrêter pendant 2 ou 3 heures à regarder une fleur, à regarder un insecte. Bellissimo. Su, su. Uno dei ragni più belli che abbiamo in natura. Adesso va giù in mezzo ai fiori. Poi prende le foglie, le arrotola e si fa il suo nido. Sta cercando i fili della sua ragnatela. Ma si assicura sempre, ogni spostamento
si assicura con un cavo di sicurezza. I colori, hai visto i colori che belli? Con i colori dell'aconito. Che bella combinazione. Adesso va giù. Sono tutte legate, le farfalle, gli Tout est lié. Les papillons, les insectes, les coléoptères, les plantes. C'est tout un écosystème dans lequel tout est lié. Une chose meurt, tout le reste peut dépérir. Même les hommes dépendent les uns des autres. Chacun d'entre nous est indispensable. Nous étions des paysans. On ne manquait de rien, même si nous étions pauvrissimes. Nous n'avions pas un centime dans la maison, mais nous avions de tout. Parce qu'avec mon père, nous allions cueillir toutes les choses que la forêt donnait, que la nature donnait. Et on ne cueillait qu'une partie de ce qu'il y avait. On ne prenait que ce dont on avait besoin. Il faut laisser la plus grosse part des choses dans la nature. Il suffit seulement de couper un petit morceau, car c'est inutile d'arracher toute la plante, car après la plante n'existe plus. Cette plante, c'est la Rhodiola rosea. Elle a des propriétés extraordinaires. On peut la manger, mais surtout quand l'hiver arrive avec les maladies qui vont avec. À l'époque, on en mangeait presque tous les jours une petite tranche, et cela nous protégeait. Et j'ai pu constater la même chose aujourd'hui pour les bergers. Et il leur suffit de manger un tout petit morceau chaque jour, et ils tombent jamais malades. Pour moi, ce lieu ressemble à la création, au début du monde, au début de tout. C'est un lieu particulier, il te pénètre immédiatement. Je connais bien le Tessin, mais si je sors de 1 mètre de ce territoire, je ne connais plus rien. Voilà, il est là le village de la Ganascia. Sous tous ces énormes rochers, des rochers qui pèsent des tonnes, des milliers de tonnes. Au moins une quinzaine de personnes vivaient ici, durant une période de chaque année. Et si on fouille, on retrouve encore ces vieilles habitations des temps passés. C'est spectaculaire. C'est unique au Tessin. Je ne sais pas où il y a un autre village comme ça, entièrement sous les rochers.
C'est magnifique de trouver encore un palan ici. On y suspendait le chaudron avec 150 litres de lait. On le plaçait sur le feu et quand c'était trop chaud, on le retirait. Un tabouret historique. Il servait pour traire les vaches. Et il y avait là un lit rehaussé. Sous ce rocher a vécu pour la dernière fois Arnoldo Dado vers les années 60. Arnoldo Dado a été le dernier berger du Val Bavona. Je l'ai photographié car il s'y prêtait bien. Il avait un visage taillé dans la roche. Sous ces énormes rochers, il a réussi à faire monter des vaches, des chèvres et des cochons. C'était quelqu'un qui avait une philosophie propre à la montagne. Il aimait la nature, il connaissait tout, il connaissait tous les passages. Le territoire, tu ne peux le connaître que si tu t'arrêtes et que tu rencontres des vieux bergers comme ceux que j'ai connus. Ils m'ont enseigné beaucoup plus que ce que j'ai pu transmettre dans les livres. Je préfère dormir sous un rocher que dans une cabane. Revivre ce moment comme si tu étais dans le passé, c'est une émotion unique. J'ai mis du fenouil sauvage, un peu d'angelica et un peu d'aquilea. Il y a tellement de plantes que tu peux manger en montagne. Ceux qui venaient ici, ils étaient bien, ils avaient tout. Ils avaient le fromage, ils avaient le lait, ils avaient de l'eau. La ganache a de l'eau à volonté. Non, ils étaient bien les gens à cette époque-là. Une soupe comme ça, qui cuit lentement, tu as le temps de penser. Cela devient un moment qui t'emmène loin du monde. Et quand tu es dans cette situation, tu savoures la beauté du lieu. J'aime me promener la nuit en montagne. Tu ne vois pas les choses, mais tu peux les sentir avec un autre sens. Des fois, tu peux entendre un renard. Parfois, tu peux entendre le hibou quand il vole.
La beauté, c'est le sauvage. È il selvaggio, la bellezza. La beauté, il faut la vivre, pénétrer ce monde sauvage. Soit tu le regardes et tu passes ton chemin, et cela ne t'apporte rien. Soit tu vois ce qui est beau, tu entres dedans, comme à la Ganascia. Tu y restes, et là tu ne l'oublieras plus jamais. La Ganascia te restera dans le cœur.